Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau webinaire Patrimeta où on va essayer de traiter une thématique qui est clairement au cœur de nos allocations d'actifs des portefeuilles de nos clients puisque c'est comment générer du revenu aujourd'hui tout en espérant créer de la croissance demain. Alors, soyez rassurés, on ne va pas vous parler de valeurs de technologiques, ni Magnificent Sevens, ni de valeurs de semi-conducteurs. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien Barbanchon. Bonjour Adrien. Bonjour Cédric, bonjour à toutes et à tous. Bon, Adrien, vous êtes le directeur commercial de chez M&J et j'aimerais qu'à travers ce webinaire, on puisse tenter de répondre à quelques questions simples. Pourquoi ça a du sens de générer du revenu? Comment? Quels sont les risques et pour qui? Bon, en rentrant directement dans le vif du sujet, pourquoi aujourd'hui, Adrien, le dividende, ça redevient un moteur important dans les allocations d'actifs de nos clients? Alors, effectivement, c'est essentiel le dividende quand on cherche à générer de la performance sur le long terme avec de la visibilité et de la stabilité. Souvent, le dividende est vu comme un élément en plus dans la performance et pour nous, il est essentiel, il est structurant. En fait, si on prend sur 15 ou 20 ans, c'est même 55 à 60% de la performance du MSCI World qui est due aux dividendes accumulés, capitalisés et qui vont avoir un effet boule de neige par la suite. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, on a des taux élevés, de l'inflation, des valorisations élevées et les dividendes, ça permet d'avoir des titres qui sont en général de qualité, qui offrent de la visibilité parce qu'ils ont la capacité de payer un dividende. Donc ça a un effet de protection en cas de retournement des marchés. Ça protège aussi tout simplement de l'inflation. Et surtout, en général, c'est un gage de très bonne santé financière et de bonne gestion qu'une société qui est au final très bien gérée pour payer un dividende et qui a en plus la capacité de l'augmenter sur le long terme. Est-ce qu'on peut, pour fixer des idées, je dirais le taux de dividende moyen des sociétés du MSCI World, c'est combien? Et puis, vous, dans votre stratégie, qu'est-ce que vous arrivez à sélectionner comme entreprise qui distribue quel taux? Alors, les sociétés vont verser un dividende, certaines non. En moyenne, sur le MSCI World, on a environ 1,5-1,7% de dividendes. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le MSCI World est dominé par l'indice américain, lui-même dominé par la tech et les 7 magnifiques. Ce type de société, croissance technologique, n'ont pas la volonté et l'historique de paiement de dividendes. C'est justement des sociétés qui n'en payent pas. Nous, dans le portefeuille, justement, on a un screening, une sélection. Le fonds a plus de 18 ans et il s'attache à prendre des sociétés qui, certes, payent un dividende, mais avec un historique de croissance de dividendes. Donc, on a non seulement des sociétés qui payent un dividende, mais surtout ce qu'on va chercher à terme, c'est une croissance du dividende. Donc, le rendement du dividende dans le portefeuille, on est à environ 3,5, Ah, 3,6%, donc le double, le double. quasiment le double. Mais alors, c'est normal parce qu'on se focalise uniquement sur les sociétés d'une qui payent un dividende, on exclut celles qui ne le payent pas. Donc, j'ai envie de dire, c'est normal qu'on ait un niveau de dividende supérieur, mais effectivement, le double. Donc, l'investisseur, le dividende, ça a un effet de performance distribuée à l'investisseur, que ce soit en capital ou en part d'action. Donc, déjà, c'est de la performance acquise. C'est pour ça que ça va être plus stable et plus performant sur le long terme. Mais surtout, ce qu'on a dans le portefeuille, c'est une croissance moyenne annualisée du dividende et c'est là la vraie différence et stratégie et différenciation de notre fonds M&J Global Dividende, c'est la croissance du dividende. Et en moyenne annualisée, on est à 7%. On était à 9% en 2025. Et depuis le début de l'année, là, sur un exercice d'un an environ, sur l'exercice d'un an du fonds, on est à environ 12%. Donc, Donc, ce que je comprends par rapport à ce que vous avez dit, pardonnez-moi de vous interrompre, Adrien, ce que je comprends, en fait, ce qui est important pour vous, c'est pas tant, je dirais, un taux de dividende élevé, mais c'est une entreprise qui arrive à donner un dividende élevé, mais surtout qui va le permettre de le croître dans le temps. C'est ça ou pas? exactement. Parce que, en fait, le piège, ce serait de se focaliser uniquement sur des sociétés qui payent des niveaux de dividendes élevés. Que les foncières, par exemple. Voilà, bah, les foncières, exactement. Mais s'il n'y a plus de locataires et si l'immobilier n'est plus en croissance, une foncière, certes, va vous verser un dividende tant qu'il y a des locataires, mais par la suite, elle ne va pas se valoriser. Nous, on cherche avant tout des sociétés bien gérées et donc qui vont pouvoir verser un dividende. Pour verser un dividende, reprenons, en fait, c'est vraiment de la finance d'entreprise très classique. On va chercher avant tout des sociétés qui sont peu endettées, qui génèrent des flux de trésorerie,
et qui D'accord. sont bien gérées. C'est-à-dire que le management, les décisions d'investissement vont se faire de façon à toujours générer plus de chiffre d'affaires, plus de marge, de flux de trésorerie, et ce flux de trésorerie va ensuite être distribué en dividendes. Et au final, c'est ça, on ne cherche pas des hauts dividendes ou un bon dividende, on veut une bonne société qui a la capacité de payer un dividende et de l'augmenter. Et ça, c'est vraiment ce qui va faire la différence et qui va éviter d'avoir ce qu'on appelle des value traps ou des dividend traps. C'est des sociétés qui sont condamnées à payer un dividende élevé et donc qui, de l'autre côté, ne peuvent pas investir dans leur croissance interne, externe, organique, R&D et autres, et qui progressivement ne vont pas s'adapter aux évolutions de leur secteur ou de marché, et elles sont condamnées. Alors moi j'ai une question par rapport à ça, c'est qu'en fait, ce qui est important pour vous, c'est la croissance des dividendes, mais comment est-ce que vous arrivez à sélectionner les entreprises qui vont distribuer un gros dividende en augmentation, alors qu'elles doivent aussi, j'imagine, investir dans leur propre recherche et développement? Donc comment ça se passe? Quel type de société vous cherchez exactement? Parce que lorsqu'on distribue l'actionnaire, on réinvestit pas, dans son outil de production. Comment vous faites? Alors, c'est de l'analyse, et c'est un process propre à MNJ et qui est au final assez simple pour notre équipe puisque c'est le même. Il n'a pas eu à évoluer depuis 18 ans. En fait, on va s'attacher tout d'abord à avoir des sociétés qui font un certain niveau de taille de capitalisation et de flottant quotidien. Ça va être plus d'1 milliard. Ensuite, bon, qui ont des critères ESG et qui ont payé un dividende sur un nombre, on va estimer environ 10 à 15 ans d'années consécutives de croissance du dividende. Et à partir de là, en fait, en faisant cet exercice, on va arriver sur environ 250 titres. Ces 250 titres, ils vont être suivis par nos équipes d'analystes de contrôle des risques, de façon à faire vraiment, c'est une approche de sélection de titres, du stock picking, bottom-up. On ne s'intéresse pas vraiment aux approches macroéconomiques ou top-down, de se positionner sur tel ou tel secteur. On va sélectionner des sociétés qui ont payé un dividende en croissance, dont le management annonce des croissances de dividendes, et surtout qui se donnent tous les moyens par les choix d'allocation du capital pour générer de la croissance d'activité, donc D'accord. de flux de trésorerie et de dividendes. Et en faisant ça, c'est analyser les sociétés. Il faut aussi savoir les vendre. Il y a pas mal de nos sociétés, bien qu'elles annoncent des croissances de dividendes et des évolutions de performance assez satisfaisantes, à des moments, il faut être prudent et savoir en sortir, prendre nos profits, parce qu'on estime qu'elles ont atteint un prix et qu'il va être difficile d'augmenter ce dividende en fonction de ce prix à terme. Donc, on va se repositionner sur de nouvelles opportunités. Ce que je comprends par rapport à ce que vous dites, c'est que, vous cherchez des sociétés qui distribuent des gros dividendes, ça, OK. Et puis, mais elles ne font pas que distribuer des gros dividendes, puisqu'elles réinvestissent aussi dans leur outil de production. C'est ce qui leur permet d'avoir une croissance de l'entreprise, donc une croissance du dividende. C'est ça? Exactement. Et je sais pas, OK. pour l'imager, on pourrait prendre deux exemples, deux titres. On avait un titre en portefeuille, Lundin Mining, c'est une minière de cuivre. C'est une D'accord. société qui a parfaitement performé, rempli ses objectifs. Elle augmentait son dividende assez régulièrement. Donc le cuivre s'est fortement valorisé en prix comme matière première. Il y a eu beaucoup de demandes de cuivre dues à l'électrisation, voitures électriques et autres. Donc ça fait un EBITDA, une croissance des trésoreries, du cash et de la profitabilité très forte. Cette société paye un dividende en croissance et s'est mise à racheter ses actions. Effet relutif très fort, le cours s'est très fortement apprécié et on a estimé qu'il allait être difficile pour la société de maintenir ses rachats d'actions ou ses croissances de dividendes. Donc on a pris nos profits, c'était une société plutôt liée aux actifs cycliques et de croissance rapide et on a été se repositionner. Bon, l'exemple en ce moment, on revient plus sur des sociétés de qualité, value, qui on estime qui sont faiblement valorisées, offrent du potentiel de croissance de vivre. Et on a un exemple tout simple, c'est Carlsberg. C'est l'énorme brasseur mondial qui détient toutes sortes de marques de bières, premium, plus basiques, des ginger, des bières sans alcool. Ils sont présents dans le monde entier. Donc, ils ont plus de preuves à faire sur leur activité. Il y a quelques années, ils ont décidé de racheter Briefnick, donc de faire de l'intégration verticale. Briefnick, c'est un énorme embouteilleur et distributeur. Ça leur a permis d'adresser de nouveaux marchés, de faire des économies d'échelle par cette intégration, donc plus de marge. Et ils ont annoncé qu'ils avaient absorbé cette croissance, cette intégration, qu'ils avaient réduit l'endettement et qu'ils allaient enfin pouvoir repayer du dividende en croissance. Et donc, on est revenu sur ce titre. D'accord. Donc voilà, c'est de l'analyse comme ça.
Avant de parler des risques, est-ce qu'on peut dire, tiens, le portefeuille de M&G Global Dividend, c'est combien de sociétés, le turnover et puis peut-être et secteur d'activité? Alors, les sociétés, au final, c'est un portefeuille assez concentré. On va avoir, 45 titres. D'accord. Ah oui, Certains sont là depuis, plusieurs années, ne bougent pas vraiment. Il y a une certaine rotation. Le portefeuille, donc, en général, dans le cahier des charges, il a 40 à 50 titres. On est toujours aux alentours de 44-46 titres. Un titre va sortir soit parce qu'il a atteint son potentiel de performance et de croissance de dividendes. Ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare dans la stratégie et le stock picking du fonds. Il y a une déception, ça peut arriver. Le titre n'augmente pas son div, il est sorti, il est vendu. Et sinon, la rotation, elle provient aussi quand le fonds va vouloir apporter un peu plus de cyclicité au portefeuille, c'est-à-dire qu'il va augmenter les secteurs cycliques comme les matériaux et l'énergie, qui sont des secteurs surpondérés dans le fonds, d'accord. puisqu'on a à peu près 10% de surperformance sur les matériaux et 5 sur l'énergie. Donc c'est beaucoup plus que le MSCI, parce que dans le MSCI World, vous avez 3-4% d'énergie ou de materials. Donc nous, on est clairement surpondéré. Et par contre, la tech, qui est, suivant les indices que vous allez prendre, on va être à 40 à 55% de tech dans le MSCI World, donc très concentré tech, cet indice monde. Et nous, on va en avoir 25 à 30%. On est clairement sous-pondéré sur la tech. Et je sais plus quelle était la première question, Oui, Cédric. on peut parler en dernière question des risques. Qu'est-ce qu'il y a comme risque à intégrer ce type de fonds dans nos allocations d'actifs? Des risques de non-paiement de dividendes, donc ça vous y avez répondu. Alors, Est-ce qu'il peut y avoir autre chose? Parce que bon, s'il distribue plus de dividendes, vous coupez la ligne, vous passez à autre chose. exactement, c'est très rarement arrivé. Le fonds a été lancé en septembre 2008, donc quelques mois après, il y avait crise financière, faillite de Lehman Brothers. Sur le marché, il y a eu 30 à 40% de coupures de dividendes. Il y a eu moins de 5% de coupures de dividendes dans le portefeuille. Donc là, ça a prouvé sa sélection et sa résilience dans cette phase. Pendant le Covid aussi, il y a énormément de sociétés mondes ont dû faire appel à des plans d'aide et donc Bien sûr. renoncer à payer le dividende. C'était une des conditions. Nous, il y a eu très peu de sociétés concernées dans le portefeuille et celles qui l'ont fait ont provisionné le dividende, l'ont mis de côté et réintégré l'année d'après. Donc, le risque, effectivement, quand vous achetez une société qui paye un dividende, c'est que vous avez des actionnaires qui sont très attachés à ce dividende et la moindre mauvaise nouvelle, stop du dividende, est en général assez effroyable et se traduit par des ventes massives. Nous, la sélection déjà fait qu'on est resté clairement à l'abri de ces coupures de dividendes. Après, c'est un fonds action monde. Comparé au MSCI World, je pense que on évite les biais de concentration géographique et sectorielle. On apporte une plus grande diversification, moins de volatilité. Risque de valorisation, vous achetez un PE, combien de fois vous payez les bénéfices? 16 fois dans ce fonds. Le Très bien. MSCI World, c'est 22 fois. Donc on Ok. estime qu'il y a plus de risques. Il n'est pas couvert du risque de devise. C'est-à-dire que l'allocation géographique fait l'exposition de devise, mais sur le long terme, c'est plutôt une diversification et par rapport à l'euro ou au dollar, c'est bien d'être diversifié. Je regardais Adrien, comment dire, sur les performances passées, qui bien sûr ne préjugent en rien des performances futures, mais comme le fonds est créé depuis très longtemps, je voyais qu'on sortait à peu près plus de 35% sur 3 ans, plus de 50% sur 5 ans. Donc, est-ce qu'on doit retenir que, avec toutes les périodes chahutées qu'on a eues, je dirais, ça c'est un fonds tout-terrain en fonds de portefeuille. C'est clairement pas pour moi un fonds satellite, hein. Un fonds satellite, c'est un fonds de portefeuille qui doit délivrer une dizaine de pourcents de, comment dire, de rendement, sachant qu'il y a en gros 3,5 de, je dirais, de dividendes. Et puis vous disiez qu'il y a une croissance naturelle de ces sociétés sélectionnées de 6-7%. Donc c'est ce qui justifie une croissance, une performance de 10% du fonds par an. Oui, si mathématiquement on additionne le dividende et la croissance du dividende qui va tirer la capitalisation boursière, donc la performance du sous-jacent action, effectivement, on aurait environ 10%. Et c'est ce que fait le fonds sur 3 ans, en moyenne annualisée, sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. Bravo. Et depuis création aussi, donc près de 18 ans, 18 années. Et il y a des périodes après, en 2022, où le fonds a très bien résisté, c'est environ -2 contre le MSCI World qui fait -14. Donc c'est aussi contrebalancer des allocations monde, des fonds parfois trop benchmarkés ou des ETF monde qui représentent souvent les mêmes allocations. Dans le fond, vous avez 90% d'actifs chers. Ah C'est-à-dire oui. qu'il n'y a que 10% de redondance avec l'indice monde. Donc, on apporte quelque chose de moins volatile, moins cher en valorisation, qui offre de la visibilité
grâce aux dividendes, de la stabilité en cas de choc de marché, une forme de protection contre l'inflation. Donc c'est pour nous vraiment une solution, cœur effectivement de portefeuille long terme et c'est vrai que si on prend le dividende plus la croissance, on est à peu près à 10. Donc c'est une solution et qui 10% sur les marchés, c'est quand même assez attractif. Il y en a certains qui vont s'intéresser au ratio, au-delà de la volatilité, donc ils peuvent regarder la tracking error, c'est la capacité du fonds à se démarquer du benchmark et à générer de la performance au-dessus et on est sur toute période entre 4 et 6%. Et c'est des niveaux, extrêmement élevés et c'est je pense qu'il fait que ce fonds, est relativement plébiscité par toutes C'est évident. les Et moi, j'ai une dernière question, parce qu'en fait, là, en fait, Adrien, vous avez fait une conclusion, et je ne vais pas la reprendre parce qu'en fait, elle est très bien. Juste une question. Est-ce qu'il y a un overlap dans votre gamme entre les fonds infrastructure et le fonds MJ Global Dividende? Parce que moi, je trouve que votre fonds infrastructure aussi, il s'inscrit dans une grande lisibilité du revenu. Comment ça se passe? il y a la même philosophie de recherche de dividendes en croissance. En fait, le fonds Global List Infrastructure est une émanation du fonds Global Dividende, Ah, mais d'accord. spécifique sur les infrastructures cotées. Il y a peu de redondance parce que le Global List doit vraiment avoir des infrastructures cotées. Donc, sur le secteur énergie matériaux de Global Dividende, on peut retrouver quelques sociétés qui sont également dans le Global List Infrastructure, mais ils sont relativement décorrélés du fait que les infrastructures cotées sont une classe d'actifs à part entière par rapport aux titres actions qui sont dans Global Dividende. Bon, en tout cas, Adrien, merci beaucoup pour votre précision. Donc, ce qu'on doit retenir néanmoins, c'est que aujourd'hui, si on veut chercher au sein du cœur de nos portefeuilles du revenu tout en ayant de la croissance, on a une solution à travers votre fonds qui est MNJ Global Dividende. Et en plus, si on a envie de diversifier encore plus, on peut aller chercher un autre fonds en complément qui est des fonds qui s'appellent Global Listed Infrastructure. Bon, en plus, il joue clairement la thématique, j'imagine, de l'électrification, donc ça a du sens. J'imagine que les deux fonds sont éligibles dans toutes les plateformes en France et au Luxembourg. Exactement. Ils sont largement référencés, quasiment intégralement dans toutes les compagnies, effectivement, France et Luxembourg. Et par rapport à ce que tu disais, le Global List Infrastructure, c'est vrai qu'il va apporter cette approche sur l'électrisation, transition énergétique, mais aussi tout ce dont on parle aujourd'hui, l'IA. L'IA a besoin de connectivité, donc fibre optique, data center, réseau de satellites, et clairement, c'est ce qu'on retrouve dans le Global List Infrastructure également. Et ce qui donne aussi du dividende et la régularité des dividendes. Adrien, merci beaucoup pour ces précisions. Et puis, je vous invite, chers confrères CGP, si vous souhaitez avoir des compléments d'information, eh bien, vous allez sur le site de Patrimeta, le site MNJ, et à chaque fois, vous avez les différents reportings qui sont à jour, les différentes interviews des gérants. D'ailleurs, en vue de préparer, moi, ce webinaire, je suis allé tout simplement sur le site Patrimeta. Adrien, à très bientôt, et puis je vous souhaite un très bon été, et en espérant que les performances passées, eh bien, elles préjugent des performances futures qui sont extraordinaires par rapport à la volatilité du fonds. À bientôt. Merci. Merci Cédric.